Bonjour à vous tous, nous sommes sur le toit de l'Arche de la Défense, car oui, la culture est aussi en altitude et à Paris, donc dans cet endroit extraordinaire qui date, vous le savez, de 1989 et qui a été voulu par François Mitterrand, donc l'ancien président de la République. Je suis avec Corinne de Conti, car vous gérez ce toit où nous sommes. Il fait d'ailleurs un temps absolument magnifique. Corinne, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type d'activité tous ceux qui s'intéressent à la culture et à cet endroit de Paris peuvent trouver ici ? Alors, vous trouvez sur ce nouveau toit qui est totalement métamorphosé puisqu'il a nécessité 2 ans et demi de travaux, un espace culturel de 1200 mètres carrés dont la direction artistique a été confiée à Jean-François Leroy, qui est le fondateur de Visa pour l'image Perpignan, avec une exposition... D'où une salle de photojournalisme juste en dessous. Tout à fait, la seule à Paris d'ailleurs, avec des expositions qui durent un trimestre chacune, donc 4 par an, et puis un petit espace pop-up destiné à des expositions de plus courte durée sur des thèmes chauds de l'actualité. Est-ce qu'on peut avoir une idée du programme, Corinne ? Oui, alors la prochaine exposition que vous allez voir est celle d'un photographe américain qui s'appelle Eugene Richards et qui aura sa première grande rétrospective sur 30 années de travail ici à partir du 25 octobre. Je crois que c'est un homme qui représente le monde rural américain, beaucoup. Tout à fait, qui enquête beaucoup sur la société américaine depuis 30 ans et qui fait des images absolument magnifiques de choses qui ne le sont pas forcément. Ma chère Corinne, comment vous êtes arrivée ici sur ce toit, non pas du monde mais de Paris ? Alors, nous avons répondu à un appel d'offres qui a été lancé dans le cadre de la rénovation de l'Arche de la Défense. Et City One est une société qui est spécialisée dans l'accueil, l'événementiel. Donc, c'est tout naturellement que nous sommes arrivés ici. Et donc, nous avons fait beaucoup de travaux pour vous offrir un nouveau toit qui a ouvert ses portes le 1er juin. Et qui donc domine la rénovation de l'ensemble de l'espace de la Défense, car il y a beaucoup d'œuvres d'art qu'on voit ici et qui ont été réparties dans le jardin, dont un magnifique caldeir orange. Donc c'est tout le quartier qui bouge. La Défense est en pleine mutation. Ce n'est plus uniquement un quartier d'affaires, il y a beaucoup de tours qui se construisent de part et d'autre et on mélange aujourd'hui l'habitat, les loisirs, la culture avec le poumon économique du pays. Merci beaucoup. Donc, c'est Corinne de Conti qui nous a permis de préparer cette émission, de venir ici sur ce toit, de vous faire découvrir ce qu'on peut y faire, ce qui est absolument passionnant. Nous allons maintenant découvrir, et c'est la deuxième découverte, donc le sommaire de 300 millions de critiques que voici avant de descendre dans la salle du photojournalisme. Nous nous intéresserons pour commencer à une exposition proposée par le Musée international de la Réforme à Genève. Print, les premières pages d'une révolution. Qu'on aime ou qu'on déteste leur musique, c'est un événement quand le groupe Indochine sort un album, et c'est le cas ce mois-ci. C'est leur 13e, et à une exception près, l'équipe est d'accord. C'est le premier long métrage d'Olivier Ayache-Vidal, intitulé Les Grands Esprits, qui nous fournira notre dernier sujet de discussion. Un film qui propose un regard fictionnel et différent sur le monde de l'éducation. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Et pour vous accompagner lors de cette nouvelle édition de 300 millions de critiques, Yves Bigot, qui est le patron de TV5 Monde et qui vient de ranger son portable, mon cher Yves, bravo. Vous avez raison, il est impossible de téléphoner car nous sommes au sommet de la Grande Arche de la Défense, ce monument extraordinaire, terminé donc en 1989, et nous sommes dans un endroit qui est l'endroit typique, qui est la salle du photojournalisme, une sorte de musée du photojournalisme. On en parlera tout à l'heure. Nous sommes avec Alain Gerlache qui lui représente la RTBF. Mon cher Alain, bonjour Guillaume. Bonjour, vous avez l'air heureux, calme, resplendissant à vos côtés. Vous n'avez pas eu le vertige en montant par l'ascenseur transparent. Myriam Femiou de Radio-Canada est une sorte de volcan de tatouage, entièrement dissimulé d'ailleurs cette robe et cette blouse. Je lui ai réservé ce petit compliment auquel elle ne s'attendait pas. Quant à Michel Serruti de la radio-télévision suisse, il est à lui seul une sorte de fantasme ambulant, un alpiniste sans sujet, un homme sans montagne, mais qui va vous présenter le premier sujet de 300 millions de critiques. Inutile de vous dire que cette joyeuse bande est ravie de vous retrouver. Car nous partons pour la Suisse, et plus particulièrement pour Genève, où se trouve le Musée international de la Réforme. Il accueille depuis quelques mois une exposition intitulée Print. C'est tout à fait francophone, Print, les premières pages d'une révolution. Heureusement, avant d'en parler plus en détail, je vous propose de découvrir le sujet que lui a consacré, ou qui a consacré à cette exposition, la radio-télévision suisse incontournable. Presque 3 mètres de haut et 400 kilos de chaîne. La presse, qui trône désormais au Musée international de la Réforme, ressemble à celle qu'utilisa Gutenberg en 1455 pour imprimer la Bible. À l'époque, la véritable invention de Gutenberg, ce sont les caractères mobiles. La presse, comme celle reconstituée ici, c'est le bâti qui va enfin permettre une large diffusion des écritures.
J'ai essayé de réfléchir comment ces gens travaillaient à l'époque pour construire une machine comme ça. J'ai choisi des bois qui sont vieux. Le bois de la vis noyé à 30 ans de séchage. C'est un bois rare aujourd'hui. C'est un grand bonheur. 3 mois auront suffi pour construire cette presse et l'installer à l'entrée du musée. À l'intérieur, une salle révèle des trésors. En 1517, le réformateur Martin Luther se levait contre l'Église qui imposait aux fidèles d'acheter leur salut. Luther fait alors imprimer 95 thèses que vous voyez et qui sont en quelque sorte l'acte de naissance du protestantisme. 5 ans plus tard, Luther profitera de cette révolution de l'imprimerie pour diffuser cette fois largement son Nouveau Testament. On ne peut pas dire que c'est la Réforme qui creuse un sillon dans lequel s'engouffrent toutes sortes d'autres courants de pensée. La presse de Gutenberg, précisément, émancipe toute une série de lecteurs et de contenus culturels qui auparavant étaient dans la main d'un petit nombre. La Réforme profitera de l'émergence de cette nouvelle technique pour se propager. Mais elle n'est donc pas la seule, comme le montre cette salle, où sont exposées d'autres éditions originales, des livres majeurs des sciences, de la littérature, comme ce magnifique petit livre de Rabelais, 1532, ou encore l'Atlas de Mercator, première carte du monde exploitable par des voyageurs, en 1569. La révolution Gutenberg, dont on parle dans ce musée, et qui a son fétiche avec cette presse, n'est pas sans rappeler la révolution du web et la révolution Internet. Et il y a beaucoup de ponts entre ces 2 moments importants de changement de valeur et de changement en fait, des mentalités. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, 10 pages par jour d'une Bible unique du 500e seront imprimées avec cette presse par les visiteurs, par des artistes et des personnalités. Voilà, nous étions dans l'enthousiasme, nous sommes maintenant dans la mesure avec vous, Michel, pour nous expliquer de quoi il retourne. Nous parlons réforme, forcément que nous devons être dans la mesure, j'imagine. Non, c'est une exposition qui est intéressante. Alors, c'est pas du tout une exposition qui est importante au niveau de la taille au Musée international de la Réforme. C'est un musée qui se trouve immédiatement à côté de la cathédrale à Genève. C'est un bâtiment voilà, incontournable et l'un et l'autre. Petite exposition, mais grande exposition de par les thèmes, on va dire, qu'elle met en avant, parce que ce qui est intéressant, c'est pas tellement de parler, on va dire, même si les 95 thèses de Martin Luther sont évidemment exposées, puisque ce sont les 500 ans de la Réforme cette année, 1517-2017, mais ce qui est intéressant, et c'est d'ailleurs la première chose qu'on voit quand on rentre dans l'expo, on le voyait dans le sujet, eh bien c'est la presse. Il y a une grande presse d'imprimerie qui a été mise en place, qui a été construite pour cette exposition, qui est une réplique de celle de Gutenberg, un peu plus grande, pour en avoir discuté avec la personne qui s'en occupe. Et ce que cette exposition essaye de montrer, eh bien, c'est évidemment le lien... Print, imprimé en français, eh bien, c'est le lien majeur, incontournable qu'il y a entre la Réforme et l'imprimerie et la Réforme, l'un et l'autre n'ayant pas pu exister l'un sans l'autre, parce que qu'est-ce que la Réforme a fait avec Luther? Luther a voulu eh bien, qu'on en revienne au texte de base, donc à la Bible, et ne plus passer, on va dire, par les interprétations des Écritures qui étaient, on va dire, ce que faisait l'Église catholique, en l'occurrence. Pardon? Le commentaire, substituer l'essentiel au commentaire. Exactement, c'était ça. Donc lutter contre le commerce des indulgences que pratiquait le Vatican. Et les fameuses indulgences, exactement. Donc revenir au texte, revenir à la Bible, donc il fallait les imprimer, ces textes. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, l'imprimerie, notamment, a pris son essor. Après avoir imprimé les fameuses 95 thèses de Luther, ensuite on a imprimé la Bible parce qu'il fallait lire la Bible. Alors ça a eu comme effet, effectivement, de booster les travaux d'imprimerie, les travaux des éditeurs, également parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus besoin de passer par les fameuses imprimatours de l'Église catholique. L'autorisation d'imprimer, on n'en avait plus besoin, donc on passait directement. Et puis ces livres ont existé. Puis ça, l'autre corollaire, alors qui nous touche, nous francophones en l'occurrence, eh bien, c'est que ça a essaimé une langue unique, puisqu'à ce moment-là, on n'était plus dans le latin, mais la Bible avait été imprimée, en tout cas en Allemagne par Luther, en allemand, dans la langue vulgaire, et ensuite, quand ça s'est fait pour les locuteurs francophones, ça s'est fait en français aussi. Donc, il y a eu cet essor à travers eh bien, cette réforme, cette Bible et ce schisme entre catholiques et réformés au niveau de l'Église il y a 500 ans de ça, ça a eu comme effet, notamment, en tout cas au niveau linguistique, au niveau de l'imprimerie, et c'est ce que montre eh bien, l'exposition à Genève. Il y a beaucoup de monde, est-ce que c'est un succès? Est-ce que les francophones qui sont de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire nous les petits Français, nous allons à Genève? Oui, en l'occurrence, oui. Alors encore une fois, c'est un petit musée, une petite exposition qui a son exposition depuis le mois de juin, donc ça fait un certain temps que ça tourne maintenant. Il y a eu du monde, et d'autant plus du monde au niveau français, parce qu'il faut savoir qu'avec la révocation de l'édit de Nantes,
en France, ça a eu comme conséquence de faire venir énormément de Français réformés, les Huguenots notamment en Suisse, qui ont ensuite apporté une contribution majeure à l'économie, à la société suisse. Mais donc le pèlerinage, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, du Musée international de la Réforme à Genève, pour les Français, c'est quelque chose de relativement incontournable. Et les réformés de Suisse ont vraiment un lien avec la France important parce qu'il y a un cousinage historique évident entre les réformés suisses, qui pour certains sont descendants de familles françaises, et les réformés français. Il y a vraiment un lien entre les deux. Print, alors. Mais comme Michel le disait, effectivement, beaucoup de Français se rendent pour visiter cette exposition. Un des plus récents, c'était Jean-Marc Ayrault, notre ancien Premier ministre, disant, en fait, c'est l'histoire de France, c'est l'histoire de l'Europe aussi qui se visite, qui s'est jouée là, à ce moment-là. Et puis, c'est un peu notre histoire qui se rejoue en ce moment, puisque si l'imprimerie a changé la manière de vivre et de penser de la planète, le passage au numérique le fait aussi en ce moment. Donc je pense que ça nous amène à réfléchir aussi sur nous-mêmes et ce que nous vivons actuellement. Alain. Absolument. De Gutenberg à Zuckerberg, il y a l'illustration. Voilà, je l'avais préparé. Il y a l'illustration du fait que toute révolution technologique majeure, surtout dans le domaine de la propagation et de la distribution du savoir et de l'information, eh bien, elle aboutit aussi à des révolutions sociales. Alors, on pourra dire, oui, mais la révolution technologique actuelle, elle conduit à des tas de dérives. Ben oui, mais le livre aussi. Ben oui. L'imprimerie a conduit à écrire des choses magnifiques et puis aussi, sans vouloir faire atteindre tout de suite le point Godwin, à écrire Mein Kampf. Est-ce que pour autant il faut rejeter l'imprimerie? Non. Il faut essayer de faire en sorte que la bataille du bien et du mal, si j'ose dire, qui continue à se jouer à travers ces révolutions technologiques et leur impact sociétal puisse continuer. Mais fondamentalement, c'est très éclairant, je trouve, que cette exposition disent aussi quelque chose de ce que nous vivons aujourd'hui. En tout cas, on ne s'attache pas, j'espère avoir bien fait comprendre, on ne s'attache pas uniquement à quelque chose de purement religieux, on n'est pas du tout là-dedans. La différence, évidemment, c'est qu'à l'époque, c'était la distribution massive de la Bible et des livres. Aujourd'hui, évidemment, la révolution, c'est le fait que, finalement, n'importe qui peut lui-même s'adresser à la planète entière s'il le souhaite. Qu'en pense-t-on justement chez vous, mon volcan de tatouages dissimulé? 2 tatouages, si petits, si minimes. Justement, on parlait de cette révolution numérique. Je trouve ça intéressant que vous alliez sur ce terrain-là, parce que présentement, à Montréal, il y a une exposition qui illustre exactement ces dérives, mais aussi tout le potentiel de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle. Donc, j'ai visité cette exposition-là. Il y a 12 stations et qui nous permettent de vivre autant des expériences ludiques que documentaires. Il y a des trucs qui sont liés au jeu, alors que d'autres qui nous font complètement vivre la réalité d'une autre personne. Et ce qui est intéressant de cette exposition-là, qui s'appelle Monde onirique, qui va être au Centre Phi jusqu'au mois de décembre. D'ailleurs, je le conseille à tout le monde, pour vraiment voir à quel point cette nouvelle technologie peut nous faire vivre des réalité augmentée et des émotions. Des émotions, mais aussi qui développent une empathie. Et là, c'est là que je trouve qu'il y a un aspect de révolution. Oui, la révolution technologique, mais aussi la révolution où nous, êtres humains, allons complètement être changés à cause de cette technologie-là, parce qu'on a fait visiter à travers la réalité virtuelle des camps de réfugiés. On a visité des lieux qui ont été dévastés par des tremblements de terre et on a réalisé que les gens qui vivaient cette expérience de réalité virtuelle développaient leur empathie. Donc, ce n'est pas seulement un produit culturel, mais c'est vraiment en train de changer nos perceptions sur le monde qui nous entoure. Et je trouve que c'est là que ça peut devenir complètement intéressant. L'exposition dure jusqu'à la fin du mois, Michel. Exactement. L'intelligence, on va dire, ou l'intérêt de cette exposition, c'est qu'elle nous ouvre des portes auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé ou qu'on avait oublié. Voilà, parce que toute la dimension, quand on l'explique, imprimerie, réforme, imprimerie, c'est d'une évidence quand on l'a dit, mais en même temps, si on nous avait posé la question il y a peut-être 5 ans ou autre, on aurait peut-être dû réfléchir un petit moment puis se dire « Ah oui, évidemment ». Donc l'avantage de cette exposition-là... C'est ça que je parlais du métier à tisser, c'est-à-dire l'imprimerie, puis tout d'un coup, à la révolution industrielle du 19e siècle. Alors, l'avantage de cette expo-là, évidemment, c'est en nous replongeant dans ce passé-là, en nous réexpliquant ce passé-là,
quand on en ressort, parce que comme c'est pas quelque chose d'exhaustif et qui vraiment vous prend la tête et prend beaucoup de temps, ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de vous projeter en avant et d'explorer une partie des questions qu'on vient de traiter en plateau maintenant. C'est, je trouve, la force de cette expo-là, c'est de nous expliquer, voilà, encore une fois, 1517, ce qui s'est passé, mais en même temps, ça nous ouvre une porte sur ce qui pourrait avoir plus tard, parce qu'évidemment, la réflexion autour de l'explosion d'Internet et des réseaux sociaux aujourd'hui, on l'a à l'esprit quand on en ressort. On se dit, on est en train, nous, aujourd'hui, de vivre également une révolution. Ce ne sera pas l'imprimerie, ce sera celle numérique, et ça pose plein de questions. Voilà, l'exposition Print. Les premières pages d'une révolution a attiré de nombreux visiteurs qui ont partagé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux, comme Franck sur Instagram, bien évidemment. Vous suivez le compte Twitter et la page Facebook de cette émission, qui sont là pour recueillir vos commentaires et vos réactions. Nous avons rendez-vous donc maintenant avec un autre sujet, qui est Indochine. Qu'on aime ou qu'on déteste leur musique, vous savez que c'est un événement quand le groupe sort un album, et il y a un nouvel album que certains considèrent comme le meilleur qu'il n'ait jamais publié. On écoute un extrait intitulé « La vie est belle » et vous nous direz ensuite si vous trouvez que cet album est réussi. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. La vie est belle et cruelle à la fois. Elle nous ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. La vie est belle, aussi belle que toi. Elle te ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. C'est Yves Bigot qui va prendre évidemment la parole. D'entrée, d'abord, est-ce que c'est une expérience réussie que ce nouvel album? Car beaucoup de critiques considèrent que c'est le meilleur qu'ils aient produit depuis pratiquement 40 ans. Parce qu'Indochine, ça existe depuis 38 ans, je crois. Oui, bien que incarnant la jeunesse éternelle, d'une certaine façon. Alors, en tous les cas, Nicolas Sirkis a déclaré que c'était sans doute le meilleur album de la carrière d'Indochine. En vrai, souvent, les artistes ont tendance à dire voilà, que leur dernier disque est le meilleur qui n'ait jamais fait. Voilà. Ben, c'est normal, parce que s'ils ne le pensent pas eux-mêmes, ça va être difficile. Mais Guillaume, ce qui est intéressant, c'est que cet album 13, donc évidemment déjà un nombre particulier, en fait, est pour Indochine la problématique qu'ont toujours les artistes qui ont duré comme ça depuis longtemps et qui ont toujours un public. Parce que si on en a plus ou peu, qu'on a en tous les cas que sa base de fans, là, on peut faire des expériences. Ou si on est Bob Dylan ou Neil Young, ou Robert Plant, on fait des expériences. Là, Indochine, ils ont fait quelque chose qui est ce que doit faire un groupe avec leur longévité et avec leur popularité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi à conjuguer dans cet album tous les différents aspects qui ont plu à leur public à travers leur carrière. 38 ans de carrière. Ouais, Stade de France plein, à craquer, tourné. Le premier groupe français à avoir fait le Stade de France. Ouais. Groupe, bien avant les Insus, les ex-téléphones, qui étaient leurs rivaux de l'époque, mais qui, eux, n'enregistrent pas de nouvel album. Donc aussi, voilà, Indochine a aussi cette qualité, c'est de continuer à créer, à produire. Donc ce qu'ils ont fait, c'est trouver l'équilibre entre ce qui avait été leur premier... C'est-à-dire une pop sautillante et un peu à la fois dark et glam. Et synthétique aussi, beaucoup le retour... Tout ce que déteste le camarade Cerruti, voilà, amateur de blues. Le retour des synthés années 80 d'un côté, et le retour, donc ça c'était l'album 3, celui que tout le monde connaît, avec troisième sexe, 3 nuits par semaine, etc. Et toujours évidemment ces problématiques à la fois de la question du genre et la fluidité du genre, les questions de masochisme, le lien entre le sexe, la mort, la religion, etc. Là, ce sont toujours les thématiques éternelles d'Indochine. Une autre thématique, c'est le Front National et le retour la politique, de la politique, les totalitarismes, comme dans les Tsars, ou des morceaux emblématiques du groupe. Et puis, leur autre sommet, qui était, à la fin des années 90, l'album Paradise, qui les avait ramenés numéro 1, avec notamment J'ai demandé à la Lune, etc., puis leur tournée qui les avait ramenés au sommet. Donc, c'est un album, en fait, qui cherche à rendre contemporain
en 2017 ces deux aspects de la carrière du groupe, c'est-à-dire grosso modo l'aventurier et troisième sexe d'un côté et J'ai demandé à la lune et les morceaux beaucoup plus rock avec beaucoup plus de guitare et l'aspect gothique un peu de l'album Paradise. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je sens que Michel est en train de bouillir, mais attendez, Michel. Il est quand même bien, notre directeur, parce qu'il a pris 3 minutes pour vous parler, mais il n'a toujours pas répondu à votre question. Il a l'art de la rhétorique. Non, mais on a le temps. Ce sera la chute. Il est trop fort. J'ai eu la même impression que Yves en écoutant l'album. C'est l'impression de revisiter toute la carrière d'Indochine. Mais moi, je voudrais pointer quelque chose de particulier. C'est justement le lien entre Indochine et la Belgique. Alors que sa carrière en France a quand même connu des hauts et des bas, chez nous, c'est vraiment toujours resté un groupe qui bénéficie d'un très grand soutien populaire. Bien sûr, il a ses détracteurs qui sont aussi acharnés que ses partisans. Tout le monde se souvient du sketch des Inconnus, voilà, quoi. Évidemment. Avec Sirkis mais en sautillant. même temps, le groupe joue parfaitement là-dessus. Son succès ne se dément pas. Les places pour son concert à Bruxelles sont parties en 10 minutes. Et puis, très vite après la sortie de l'album, le groupe est venu en Belgique. Il a fait un mini-concert à l'Atomium, un endroit quand même particulièrement symbolique, ce qui montre bien qu'ils connaissent bien le pays. Ils sont aussi allés, et ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'ils ont posté sur Twitter, Facebook et les autres réseaux sociaux. Ils se sont amenés à la gare du Midi. Vous savez, la gare du Midi, c'est celle notamment qui vous permet de prendre le Thalys pour venir à Paris. Et là, ils ont joué. Et la proximité que l'on voit à travers d'abord le fait que c'est tourné avec un smartphone et la proximité avec ce public qui reprend la chanson, ils sont là avec leur guitare et les gens, mais vraiment, sont tout près, hein, on le voit sur les images. Je suis né ici pour n'être qu'avec toi. La vie est belle et cruelle à la fois. Elle nous ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. Ça illustre parfaitement cette proximité particulière avec le public belge, cette alchimie qui fait que ça a toujours parfaitement marché. Ce type de musique, ce qui était assez intéressant chez les Anglais, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu une flopée de groupes qui sont nés. C'est la génération Dépêche Mode. À part Dépêche Mode, tous les groupes anglais ont pratiquement disparu qui incarnaient cette musique. En tout cas, sont un peu restés derrière. Alors qu'en France, cette génération-là est portée par Indochine. Et justement, ils continuent. Je pense que c'est le caractère anglo-saxon du fait que le public belge, qui est quand même beaucoup plus influencé par ce monde-là que le public français accroche mieux. Il me semble que c'est ce que dirait Yves aussi. Est-ce que ça vous plaît? Parce que je sens que vous bouillez. Vous êtes comme une sorte de marmite retenue. Je vous avais posé la question, vous y avez répondu déjà. Non. Mais Michel va produire sans doute un album d'interprétation des plus grands succès d'Indochine en jazz. Michel. Alors, je pense que la complexité harmonique va être complexe précisément pour réussir à faire quelque chose d'un peu riche. Non, il y a une chanson d'Indochine dans laquelle Nicolas Sirkis chante. Il dit « J'ai du mal avec les artistes, surtout quand ils sont français en Suisse, quand les Français habitent en Suisse. J'ai du mal avec les artistes, surtout les Français qui habitent en Suisse. » Voilà, c'est ça exactement ce qu'il chante. Alors moi, ça me faisait penser, je me disais effectivement, moi j'ai du mal avec Indochine, surtout quand à faire de la musique, ils s'échinent, c'est un tout petit peu ça. Alors c'est tout à fait personnel. Je reconnais un vrai succès. Ils ont un vrai succès en Suisse, de la même manière qu'en France. Ils ont été suivis de la même manière, avec le fameux Trou aussi. On les a pu écouter, pas comme en Belgique. Aujourd'hui, ils retournent. Ils ont été en concert en Suisse de part et d'autre. Et puis le public qui est là, il suit. Mais alors après, voilà, il y a des questions complètement personnelles. Vous connaissez mon amour pour le jazz, pour les vrais instruments, pour les instruments joués à la main et pas pour les sons synthétiques. Moi, je suis passé complètement à côté de la New Wave des années 80. Ce son froid. Mais celui-là, cet album-là. Non, mais cet album-là, justement, enfin, Yves l'a bien expliqué, comme il reprend tout ce qui s'est passé avant, je veux dire, on n'est pas dans une autre esthétique que celle qui est celle d'Indochine et des années 80 et qui ont suivi, voilà, qui n'a pas beaucoup évolué depuis ces années-là. Ils ont vraiment leurs pattes, même s'il y a eu une évolution. Moi, je vous avoue très franchement que cet album-là, je le range au même titre que les précédents. J'ai de la peine. C'est parce que c'est une pop qui est construite en dehors du blues, en dehors du jazz, et donc qui ne vous touche pas. Alors, parce que je trouve voilà. harmoniquement, je trouve que et voilà, puis en plus, il y a un problème avec Michel qu'il faut avouer quand même. C'est vrai que Sirkis a
réussi à maintenir une chevelure abondante, toujours aussi noire. Mais ça, je pourrais dire la Et même vous chose. pouvez à la réalisation faire un gros plan sur le Suisse. Est-ce que vous lisiez Bob Moran quand vous étiez oui, jeune? oui, ça Parce que Bob m'avait fait rire. Moran, ça a été écrit par Vous un êtes une Belge, grande- vous Henri êtes une Verne, hein. grande C'est aussi ça la jalouse, raison. Guillaume, Capillairement parlant, bien sûr. Guillaume, vous m'avez percé un jour, je suis obligé de le dire, vous avez raison, et c'est la raison pour laquelle je pense que cette musique des années 80 m'a insupporté, parce qu'ils avaient trop de chevelure, tous ces gars-là, et moi pas, et donc ces synthés de supermarché, ces boîtes à rythme mécaniques, ah non, mais ça m'énervait Myriam. prodigieusement. Voilà, D'abord, j'avoue. est-ce qu'au Canada, Indochine est célèbre? Oui, Connu. vraiment, on les a beaucoup Donc, c'est écoutés. quand même une C'était réussite. un des groupes C'est un peu de mon c'est le Dépêche adolescence. Mode français, quoi. Oui, complètement. Dépêche Mode qui est venu à Montréal encore il n'y a pas très longtemps, qui avait encore sa base de fans. Indochine, je suis complètement convaincue que lorsqu'ils vont annoncer leur date de spectacle, le public montréalais va être là. C'est sûr, je suis assez d'accord avec mes collègues. Il y a ce son qu'on a l'impression d'avoir entendu, peut-être des chansons oubliées des années 80-90. Mais c'est aussi l'air du temps. On reprend un peu partout dans la mode vestimentaire. Les années 80, c'est au goût du jour. Les pompes de ski, le oui, jean surmoulant, exactement. la mèche dark. On ressort ces symboles des années 80. Et chez nous, Arcade Fire a fait la même chose. Arcade Fire, qui est un groupe souvent à l'avant-garde, est allé puiser dans ces sons-là. Limite disco, d'ailleurs. Ben limite oui, disco. entre le disco et le new wave, exactement. Et ABBA. Oui. Arcade Fire. Oui, exactement. Donc, il y a quand même quelque chose d'actuel. Et là, je me suis penchée au texte, quand même, où on parle vraiment de la réalité française, mais internationale d'aujourd'hui, cette espèce d'inquiétude de tout ce qui se passe. On se tourne aussi peut-être vers le passé parce que le présent est angoissant. Donc, c'est rassurant de retourner dans nos bons vieux souvenirs des années 80. Et puis, il y a cette chanson qui s'appelle Suffragette bébé. En tant que femme, moi, d'entendre Nicolas Sirkis dire que le futur serait moins con s'il y avait plus de femmes au pouvoir, ça fait du bien. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, c'est que Nicolas Sirkis a effectivement une approche très particulière d'un sujet très douloureux pour nous, les Français. C'est qu'il a refusé de se produire au Bataclan. Et qu'il considère que c'est du consumérisme que d'avoir voulu immédiatement relancer la salle. Et lui dit ce devrait être au contraire un mausolée. Oui. Voilà. Enfin, il n'en est pas propriétaire. Le propriétaire, parce que c'est un privé, il a envie que ça marche. C'est sûr. Néanmoins, Nicolas, et je pense que c'est une réflexion qui est intéressante justement parce qu'elle est à contre-courant de tous les autres artistes français et internationaux qui se sont tous précipités pour jouer au Bataclan, c'est de dire, ce devrait être un mausolée à la mémoire des victimes. Et en tous les cas, moi et mon groupe, nous ne nous y produirons jamais, justement, parce qu'on considère que c'est comme ça aussi, mais c'est quand même qu'on respecte leur mémoire. Je voudrais simplement continuer la conversation ouverte par Michel, qui est la conversation sur le fond musical. C'est-à-dire, en fait, Michel dit 3 accords, une boîte à rythme. Le rock, c'est 3 accords et une batterie. Voilà, c'est toute la différence. Non, mais... D'accord, mais cette réponse, est-ce que ça justifie un 13e album ? Mais de toute façon, le fait que le public soit là justifie un 13e album. Guillaume, la question ne se pose pas. Puis, vous savez, et là, je vais faire un lien entre Indochine et le jazz et le blues. Vous allez être surpris, Michel. Mais un musicien, quel que soit le genre de musique, il joue. Ouais, alors, s'il a un public... il enregistre des albums qui se vendent, il fait des tournées mondiales. Mais s'il n'a pas de public, il continue à jouer peut-être dans un club. Il fait des albums sur des petits labels indépendants. Il a moins de public. Mais quand on est un musicien, on joue jusqu'au bout. C'est ce qu'ont fait John Lee Hooker, c'est ce qu'a fait Miles Davis. Et on sent l'impression. Et David Bowie. Et d'autant plus, alors la chose à laquelle je rends grâce, alors qu'il ne me touche absolument pas, mais je rends grâce effectivement à Nicolas Sirkis de ça, c'est qu'il ne s'est jamais éloigné du chemin qu'il a souhaité tracer. Il est resté complètement intègre par rapport à son esthétisme musical et par rapport à ce qu'il voulait faire. Et rien que ça, déjà, quand on voit des artistes qui ont tendance un petit peu à vouloir suivre la mode et les tons différents, rien que ça, effectivement, c'est admirable, au sens premier. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est le fait qu'il performe à l'étranger, parce que c'est moins, quand même, un peu moins le cas de Téléphone. Il est vrai que Téléphone, ils sont séparés depuis des années, mais même la fin de la tournée de Téléphone, là, récemment, au Stade de France, il y avait moins de monde, donc on voit bien que quand on ne recrée pas quelque chose, des nouvelles chansons, des nouveaux albums, une fois que la nostalgie est passée, ça devient plus compliqué de maintenir un public en vie, alors qu'Indochine, il continue à labourer ce sillon qui est toujours le même.
je suis un peu blues comme vous. Donc je reconnais que ce n'est pas exactement ce qui me plaît le plus, mais en tout cas, c'est une réussite à la fois commerciale et populaire. Et comme Myriam l'a fait remarquer, ils restent pertinents à travers les thématiques de leurs chansons et pas uniquement le son. Il faut ajouter aussi qu'ils, par exemple, ils sont complètement absents du système, enfin, ils sont quand même relativement absents du système médiatique. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de déclarations, mais il n'y a pas d'émission de télé. Guillaume, ils n'ont survécu que grâce aux Belges. Hein, quand BMG et Nicolas Sirkis avaient sur scène un t-shirt avec écrit « BMG baise mon groupe », ils n'ont été sauvés à ce moment-là que par un petit label indépendant belge qui s'appelait Double T. Les réseaux sociaux sont un des lieux d'expression des fans du groupe, comme Mao Girl, qui a utilisé Twitter pour exprimer ses sensations. Plus j'écoute, moins j'ai les mots, ce qui tombe assez bien pour s'exprimer. 140 signes, je vous rappelle, c'est la logique de Twitter, la page Facebook de l'émission qui attend vos commentaires aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Maintenant, nous allons enchaîner sur le Zap Culture, c'est important, et nous retrouvons le dernier sujet de l'émission. C'est 300 millions de critiques pour vous. Avec le pop art, Roy Lichtenstein veut aussi rendre hommage à l'histoire de la peinture. C'est le cas avec notre héroïne. En fait, c'est un portrait classique. Un portrait d'une femme à la fenêtre, c'est vraiment un thème élémentaire de l'histoire de l'art. Le musée Otsuka réunit plus de 1000 œuvres, retraçant 3000 ans d'histoire de l'art occidental. Ces étudiants disposent ici d'une encyclopédie grandeur nature de tous les chefs-d'œuvre du patrimoine mondial, dont certains ne sont jamais sortis de leur musée. Cherchez la beauté, cherchez la vérité. Arnaud, citoyen d'honneur de la ville de Bruxelles, lui-même semble un peu étonné d'être là dans les ors de l'hôtel de ville. Le chanteur écoute un peu médusé tous les discours disant le plus grand bien de lui, même s'il n'a pas hésité une seconde à accepter cet honneur. J'ai une érection cérébrale. C'est déjà quelque chose. Le plus grand rêve que j'ai, de construire une école de musique. Au moins, on pourra permettre à d'autres personnes, et surtout aux enfants, de pouvoir apprendre à jouer des instruments. Je pense que le Mali est connu sur le plan très traditionnel encore. Je me suis dit, à travers ce clip-là, je vais lui rendre hommage et montrer surtout à quel niveau on en est aujourd'hui. Des bébés conçus hors du corps de la mère, des navettes spatiales à l'image de Star Wars ou encore un cerveau connecté. Est-ce cela le monde de demain? Peut-être pas, mais c'est ainsi que cette exposition l'a imaginé. Tapis rouge, montée des marches, loin des soucis de la guerre, ici c'est un peu le Cannes du Kurdistan. Ce festival a une sélection kurde. Comme les réalisateurs kurdes n'ont pas d'État et qu'ils n'ont pas de pays, nous nous basons sur certains critères pour déterminer ce qu'est un film kurde. On ne fait pas aujourd'hui le cinéma juste pour nous les Africains, on veut faire le cinéma pour nous les Africains et à l'international. Ce premier Film Lab en Afrique de l'Ouest vient combler un vide. Le Burkina Faso était jusqu'ici le seul pays accueillant un festival de cinéma de renom, le FESPACO, à ne pas avoir ce genre d'incubateur. Le désir. Je suis quelqu'un qui carbure au désir, mais pas juste dans la vie publique, aussi dans la vie privée quand même. Au-delà de ces grands amours que j'ai dans la vie, la passion, la vraie passion que j'ai connue toute jeune, comme une révélation, ça a été pour le théâtre. Me fait de moins en moins comprendre, puisque ma prononciation s'en est allée avec mes dents. On avait peur quand même de l'accueil des gens, surtout dans le monde du théâtre, quoi. Ça n'a rien à voir avec nous, quoi. C'est pas le même milieu, quoi, le théâtre. Ils ne sont pas comédiens, mais viennent tous de Lens et de ce stade Bollaert où l'on chante les corons à chaque match. Vive le théâtre! Même longévité au cinéma où elle tourna 51 films en 80 ans. Dans l'un de ses derniers films, elle jouait un rôle de grand-mère à croquer qui lui ressemblait. Elle qui a su transmettre sa passion, ses 4 enfants sont tous devenus des artistes. Yes!
Voilà, troisième sujet de 300 millions de critiques, après donc le Zap Culture réalisé par TV5 Monde, donc avec toutes les images que nous regroupons. C'est le premier long métrage d'Olivier Ayache-Vidal, intitulé Les Grands Esprits, qui va être au centre de notre troisième discussion. En voici un extrait. Je vous présente François, professeur agrégé de lettres à Henri IV, l'un des meilleurs lycées de France. Pénélope 5, on s'ennuie beaucoup à vous lire, vous savez. À Paris, on limite encore les dégâts, mais en banlieue... On y parachute des jeunes profs totalement inexpérimentés, alors qu'au contraire, il faudrait nommer des professeurs expérimentés. Agathe Kaufmann m'a parlé de votre envie de vous faire muter dans un collège de banlieue. Un petit conseil avec les élèves, fais-toi respecter tout de suite. Je m'appelle François Foucault. Mais je m'appelle Foucault. Ça suffit. Pourquoi ils font toujours le chip? Allez vous asseoir à votre place. Où est votre carnet? Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Je suis pas votre chat. Tu vas faire quoi? Tu vas me frapper? Dès qu'on t'a vu arriver ici, là, dans le collège, on a vu tout de suite que t'allais droit dans le mur. Et maintenant, t'es là, t'arrives, tu nous fais des leçons de morale. C'est d'où un emballé où on me passer 1 heure de colle? J'ai fait quoi? 2 heures de colle. Mais j'ai rien fait! 4 heures! Bon, toi, ça se passe bien? Ah, moi, c'est parfait, c'est de pire en pire. 100 days! Ce collège, là, ces gamins, j'en peux plus. Là. C'est impossible de leur faire court, j'y arrive pas. Ils accumulent les mauvaises notes, les humiliations, donc ils se croient idiots. Toi, tu te rends pas compte. Mais juste pas aller pisser. Sur la tête de maman, je vais te pisser. On va faire un petit exercice de grammaire. Il fait chier avec sa grand-mère. Ce qui nous donne, j'ai envie de pisser sur la tête de ma mère. Faites le travail qu'on vous demande, et tout ira bien, vous verrez. Je m'excuse, monsieur. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Non, c'est moi, je m'excuse. Voilà, donc le film s'appelle Les Grands Esprits. Vous venez d'en voir un extrait. Il a été réalisé par Olivier Ayache-Vidal, qui se lance sur cette affaire. Alors, un ancien professeur. Oui, moi j'étais prof, mais c'était dans une autre époque. Mais vous avez été prof aussi, non? Je le crains. Ah, bon, voilà, nous sommes deux profs. Donc nous savons ce que c'est que de se retrouver devant une classe. Et évidemment, selon les classes sociales ou les milieux d'origine, on sait bien que les situations sont un peu différentes. Même si ça reste quand même toujours une expérience de se retrouver comme prof devant un groupe d'élèves. Et ici, en l'occurrence, c'est donc un prof d'Henri IV, collège UP, s'il en est, rôle interprété par Macron. Denis Poliades, qui... Podalides. Podalides, pardon. C'est compliqué. Oui, Podalides se retrouve à l'issue d'un quiproquo pseudo-amoureux à enseigner dans une classe en banlieue qui est peuplée par des gens venus de différentes origines et d'un tout autre milieu que celui d'Henri IV. Alors, est-ce que le film, qui aboutit quand même à une sorte de rédemption du professeur, trahit un certain nombre de clichés sur l'école, sur ces milieux que l'on dit difficiles, sur la banlieue? En tant que Belge, je suis sans doute un peu moins bien placé que vous pour en parler, parce que même si nous avons des écoles dites difficiles, nous n'avons pas de vraies banlieues en Belgique. Chez nous, les quartiers dits populaires ou plus difficiles sont intégrés dans les villes. Hein. Molenbeek, c'est dans la ville. Donc c'est quand même un peu différent, ce qui ne veut pas dire que toutes les écoles ont la même composition sociologique. Moi, je pense que le film peut sans doute paraître peuplé de bonnes intentions. Je pense vraiment que les deux acteurs centraux, Denis Podalides et alors le petit... Je ne parviendrai jamais à le dire. Sociétaire de la Comédie Française, mais pas de l'Académie des Arts en Belgique. Il est excellent. Mais c'est parce que j'essayais de bien prononcer Abdoulaye Diallo, et là je l'ai bien dit, ce jeune qui... On dirait d'ailleurs Denis Podalides dans le film qui annonce le nom de ses élèves. Aussi crève l'écran. Ce duo parvient sans doute à sauver le film d'une certaine forme de clichés qui peuvent être soit appréciés par les uns, soit alors totalement dénigrés par les autres. Comme par exemple, je le devine à son visage, Myriam, qui a des choses à dire sur le film. Mais je l'ai seulement présenté. Myriam. Le problème avec ce film-là, c'est qu'il y a eu tant d'autres films sur le même sujet, je pense. L'intention est vraiment intéressante. Dont un qui a eu la Palme d'Or à Cannes, qui était Entre les murs, de Laurent Cantet. Exactement. Aux États-Unis, dans les années 90, il y a un film sur le même sujet. On a eu des documentaires sur la même prémisse. Donc, je trouve qu'on a... La journée de la jupe, d'une certaine manière, avec Isabelle Adjani.
Donc voilà, on a plusieurs référents pour analyser ce film-là, qui, cela dit, a de belles intentions, c'est-à-dire de parler justement de ce choc de génération, ce choc de culture, cette façon d'enseigner. Et je trouve passe un petit peu à côté de ce qu'on veut démontrer. C'est-à-dire qu'on finit par voir une comédie romantique, un peu sympathique, où deux professeurs tombent amoureux, ou en tout cas ont un espèce de petit flirt, et on laisse de côté les jeunes qui devraient être au centre de ce film-là. Et ce qui... J'aurais aimé davantage qu'on mette un accent sur la raison profonde, pourquoi ces jeunes ont tant de difficultés et pourquoi le système les a lâchés. Pour répondre un peu à Myriam, même si je comprends son point de vue, ce prof, il vient avec des tas d'a priori, et puis à un moment donné, il y a un basculement, ce que j'ai appelé une rédemption, et il se dit non, finalement, c'est en leur faisant confiance, en essayant de leur faire comprendre qu'ils valent quelque chose, que l'on peut arriver à les faire évoluer. Et ça, c'est quand même plutôt un message positif. À mon avis, là où Michel. Alors, je serais curieux d'entendre ce que vous allez dire là-dessus. Mais parce que sur la situation des enseignants, enfin, tout le monde le sait, puisque nous avons été enseignants il y a longtemps, il y a quand même quelque chose, alors je dénoncerai personne, mais il y a quand même beaucoup de profs qui, dès que leur carrière est installée et qui sont nommés dans les EPS comme ça, donc une seule obsession, c'est de partir en courant. Donc, si vous voulez, c'est là où le film est totalement contraire et un peu bienveillant à l'égard de la réalité, c'est qu'il y a des professeurs extraordinaires qui veulent cette situation, des professeurs, des proviseurs, des gens qui encadrent, mais il y en a aussi beaucoup qui prennent ça comme une punition d'aller enseigner dans ces quartiers. Donc c'est très compliqué comme système. D'où d'ailleurs les réformes menées actuellement ou souhaitées par le nouveau ministre de l'Éducation. Mais moi, j'avoue que ce film, je l'ai plutôt ressenti comme ça. Moi, je comprends parfaitement les remarques de Myriam, en l'occurrence, mais j'ai pas eu l'impression que c'était tellement un film qui était basé, on va dire, sur la réalité sociale et les difficultés des élèves dans ces classes-là. Moi, je l'ai compris comme étant la non-adéquation de l'enseignement français dans les banlieues. C'était un film sur les profs, pas un film sur les élèves. Alors, les élèves, effectivement, ils sont là pour, entre guillemets, occuper l'espace, et peut-être qu'on retrouve ça regrettable qu'ils n'occupent que l'espace, mais parce que l'objet du film, il n'est pas tellement sur eux, il est sur les profs. Et le message du film, tel que je l'ai compris, alors peut-être que j'intellectualise un peu trop, mais moi je l'ai compris justement là-dessus. C'est-à-dire que si vous voulez vous en sortir, les grands discours américains, anglo-saxons en général, c'est voilà, vous pouvez tout faire, croyez en vous et allez-y. Non, non. Il faut être entouré, il faut une bienveillance autour de soi, il faut des gens qui croient en vous et qui vous tirent aussi vers le haut. Et si vous n'avez pas ces gens-là, ça ne marche pas. Et ça m'a rappelé une étude d'un chercheur du CNRS français, Michel Dume, que j'avais rencontré à la fin des années 90 quand je bossais pour la radio, qui avait commis une étude, alors qui a eu quelques difficultés avec certains, mais d'une manière générale qui a été plutôt bien acceptée dans le monde scientifique, où il avait réussi, je ne me rappelle plus quel était exactement le moyen scientifique, mais à mesurer le quotient intellectuel d'enfants avec des demi-frères et des demi-sœurs, c'est-à-dire certains qui avaient dû rester dans un milieu social qui était difficile et d'autres qui avaient été adoptés dans un milieu social qui, lui, était supérieur. Eh ben, le QI avait évolué de manière favorable chez ces jeunes enfants, témoignant du fait que l'environnement social a un impact sur le QI. Et ça, c'est très latin, c'est très européen que de croire que l'environnement peut faire changer les gens et qu'un bon environnement permet de le faire. Alors que, contrairement à cela, le milieu anglo-saxon, en général, c'est la fameuse histoire de l'inné et de l'acquis. C'est-à-dire que le milieu anglo-saxon, en général, c'est plus, voilà, vous naissez comme ça, vous n'avez pas de chance, vous êtes con, entre guillemets, et rien ne changera jamais, donc vous êtes perdu pour la cause. On ne va pas s'occuper de vous, on vous laissera tomber. Et c'est un peu caricatural, ça. Mais aussi, c'est un tout petit peu ça, quand même, dans le milieu anglo-saxon, un tout petit peu. Il y a ce côté-là, il y a ce côté très clivé, alors que le milieu latin, sud, est un petit peu différent. Et ce film-là nous rappelle ceci, à une époque où peut-être on a tendance aussi à baisser les bras et à se dire il y a des générations foutues, tant pis pour eux parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts. Alors c'est à eux effectivement de démontrer une bonne volonté, mais c'est aussi à ceux qui peuvent les aider à monter, à sortir, à être présents, à les entourer, à être bienveillants. Alors le film, voilà, c'est pas un grand film au niveau du scénario, même si les deux acteurs principaux jouent très bien. Mais par contre, le message qu'il véhicule, je trouve, lui, a toute sa raison d'être aujourd'hui. C'est comme ça que le réalisateur s'appelle Olivier Ayache-Vidal. Le film s'appelle Les Grands Esprits. Le dernier point qui est important, c'est l'objet artistique. C'est-à-dire quand on prend une réalité qui est tellement marquée socialement et qui est un débat qu'on retrouve à la télévision, comme nous, dans les radios, dans les journaux, est-ce que finalement il est facile de créer une œuvre artistique à partir d'un sujet social tellement marqué qu'on ne pense que social et plus du tout art? Comédien, réalisateur, plan, esthétique, etc., etc. Guillaume, vous appuyez exactement là où ça fait mal pour ce film. C'est-à-dire qu'il n'est là que pour marquer
les bonnes intentions un peu condescendantes de l'école républicaine et de la rédemption qu'elle offre à ceux qui n'ont pas la même chance que ceux qui naissent dans les beaux quartiers. Alors, c'est très ambivalent ce qui se passe dans ce film. Parce que, d'abord, les comédiens qui ne sont pas des comédiens, hein, les élèves qui ont été pris à Stein et dans la région, eux disent... Ils sont dans cette école, hein, ils étudient dans l'école dans laquelle c'est. Eux disent, c'est exactement comme ça que ça se passe, c'est la réalité, parfait, merci Denis, Podalides. Podalides. Merci à la réalisation, au scénario, etc. C'est exactement comme ça que ça se passe. En revanche, j'ai vu ce film en projection au Festival d'Angoulême, festival du film francophone à la fin du mois d'août, où cette année était invitée la Côte d'Ivoire. J'ai donc vu ce film dans une salle entourée de comédiens, de comédiennes, de réalisateurs ivoiriens. Et c'est très gênant d'un seul coup de voir ça avec des Ivoiriens, donc qui sont africains, mais qui ne sont pas les Africains qui vivent en France depuis 1, 2, voire 3 générations, et qui, eux, sont évidemment totalement surpris et désespérés de voir la manière du prérequis de ce film et du fait que, voilà, ils sont là, c'est foutu pour eux par principe, et s'il n'y avait pas, comme d'une certaine façon, un explorateur français pour leur apporter la civilisation dans cette tribu perdue dans la banlieue nord de Paris, ils n'auraient absolument aucune chance de faire quoi que ce soit dans la vie. Donc, on est vraiment dans cette espèce de supériorité française, blanche, hein, il faut dire les choses, qui a quelque chose dans son idéologie de postcoloniale. Postcoloniale, avec le savoir qui est apporté. Il faut bien dire, nous sommes la lumière du monde et heureusement qu'on est là pour vous l'apporter. Donc je sais que ça part d'un très bon sentiment, qu'en plus les élèves, eux, disent c'est la réalité que vous avez filmée. Donc, c'est compliqué de voir ce qui se joue dans ce film, mais je vous le dis, moi j'étais plutôt gêné et embarrassé pendant C'est aussi une manière, on revient au social pour par artistique, de rendre hommage quand même à tous les profs qui font ce genre de mission dans les ZEP, etc. Mais moi, je voudrais revenir à ce que vous disiez, vous, par le biais de Myriam. C'est-à-dire, effectivement, il y a l'acceptation dans le monde anglo-saxon, qui est donc proche du vôtre, au fond, des différenciations sociales qui fait qu'on va dans une direction, on va dans une autre, puis il y a quelques exceptions, brillantes ou pas brillantes, qui font l'aller-retour. C'est-à-dire des gens qui viennent de milieux sociaux défavorisés et qui deviennent en gros Justin Trudeau, et d'autres qui descendent. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il a raison? Est-ce qu'il y a un marqueur social très fort dans le monde anglo-saxon? C'est clair que... Plus fort et plus accepté, surtout. C'est clair que l'idée de départ de justement démontrer qu'il y a les chanceux et les moins chanceux et que malheureusement, l'impact de notre société va rendre un petit peu l'accession difficile vers le succès est tout à fait là. Et là, je pense qu'on parle de ce rêve américain vraiment qui est très états-unien comme réalité où tout le monde peut réussir à s'en sortir et devenir un jour président des États-Unis. La Obama, réalité exactement, c'est ça. La réalité au Québec est assez différente et c'est pour ça, et là, on sort un peu de la culture et de l'art, mais il y a une réalité qui est très intéressante, qui émerge de plus en plus dans les écoles, ce qu'on appelle la pédiatrie sociale et qui est vraiment une espèce de façon de donner une chance à tous, même dans les milieux défavorisés, donc une façon de rendre les acquis démocratiques à tous, donc autant dans les acquis sociaux que les connaissances. Et après ça, si on a l'envie, il y a possibilité d'y aller. Donc ça passe par l'entourage. Donc on le disait dans le film, là, ils veulent rien apprendre ou les profs ne réussissent pas à les intéresser. Chez nous, au Québec, on voit quand même ce désir d'intéresser les jeunes. C'est ce que fait votre compagnon, qui justement est prof au Québec. Vous êtes bien renseigné. Ah, mais c'est Isabelle. Vous êtes très bien renseigné, ce qui est au bout de... Non, oui, justement, il travaille avec mais il travaille justement avec des jeunes en difficulté. Au début de la rentrée, comme ça, on voit tout de suite les jeunes qui arrivent de familles où c'est moins facile, où les livres sont pas là, où le théâtre n'est pas là. On est privilégiés. Vous savez,
qu'on découvre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est l'heure de nous tourner vers eux. Nous avons choisi de faire partager le tweet de Douka. Je viens de voir le film Les Grands Esprits, vraiment bouleversant. Dit-il, pour réagir, le compte Twitter de l'émission et la page Facebook de l'émission qui sont à votre disposition, aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Mais comme nous sommes dans un environnement ouaté, un peu métallique, il ne faut pas hurler. Dit la bien-aimée Isabelle Siri, qui est cachée derrière un mur et qui nous hurle des ordres auxquels nous n'obéissons pas. Ce qui fait notre caractéristique. Non, je vous embrasse, ma chère Isabelle. Alors, sérieusement, passons maintenant au coup de cœur. Yves. Alors moi, je vais vous engager à relire Les Vieillards de Brighton, prix interallié de mon ami Gonzague Saint-Brice, qui nous a quittés cet été dans un accident de voiture. C'est son meilleur roman. Et ça raconte son histoire de petit garçon élevé dans un asile de vieillards à Brighton, donc sur la côte anglaise, et de comment il a été à ce moment-là inspiré par Shakespeare de devenir écrivain. Voilà, c'est un hommage qui lui est rendu. Gonzague Saint-Brice ayant disparu dans un accident de voiture cet été. Alain. Eh bien, la culture n'étant pas que pour les adultes, hein, on le voit dans le film Les Grands Esprits, où Denis Podalides fait découvrir Victor Hugo et Les Misérables. Il y a une série de projections de films d'animation. Ça s'appelle Les Samedis d'Anima. C'est à Bruxelles. Ça a commencé le 30 septembre et ça continue jusque fin avril. Et ça parle notamment de films d'animation, de dessins animés, comme on dit. Et ça en fait découvrir à toute une série d'enfants. Il y a des œuvres originales. Et je pense qu'il faut de temps en temps se souvenir, en effet, que la culture, c'est aussi pour les enfants. Michel, coup de cœur. C'est un disque, également un disque que l'on doit à Mario Batkovich chez Invada Records. Invada Records, c'est Geoff Bartow, l'ex-leader de Portishead. Et Mario Batkovich, le titre, c'est son nom qui sert de titre à l'album. D'ailleurs, c'est un album sorti au début de l'été. Eh bien, ce type joue de l'accordéon comme absolument personne, véritablement. C'est entre le minimaliste contemporain, le jazz, la musique classique, on va dire l'électro répétitive. C'est entre Philip Glass, Pauline Oliveros ou encore, je sais pas moi, Michael Nyman. C'est absolument splendide pour ce musicien né en Bosnie et qui a grandi en Suisse depuis le début des années 90. C'est un disque magistral. Donc c'est pas de l'accordéon baroque à la Galliano très... Pas du tout. Ça se rapproche plus de... Il en joue presque comme de l'orgue. On est entre Bach et Mussorgsky et Glass. C'est un environnement... On n'a jamais entendu jouer de l'accordéon comme ça. Ce type réinvente l'accordéon. Rappelez son nom. Mario Batkovich. Et c'est chez Invada Records. Myriam. Vous allez tous se détester parce que il n'y a aucun instrument. Comment tu les appelles, Michel? Un instrument incarné. Vivant. Incarné, exactement. Incarné. On est beaucoup dans l'électro ici. C'est un groupe qui s'appelle Paupières. Et je crois bien que ça va trouver des oreilles en France, en Europe. Il y a quelque chose d'un petit peu français comme le groupe qui s'appelle La Femme. Et donc, on est dans une espèce d'électro évanescent. Il y a quelque chose d'un peu suranné, mais vraiment très actuel dans les accords. Et ce disque s'appelle À jamais privé de réponse. Ça vient tout juste de sortir chez nous. Je vole. Voilà. Je vole. Je vais essayer peut-être de vous le faire aimer. Moi, je vous recommande, pour terminer, donc, d'aller voir une exposition à Pantin, où la galerie Ropac a un gigantesque espace et où se trouve une exposition qui s'appelle Déjeunons sur l'herbe, autour justement du chef-d'œuvre d'Édouard Manet qui a révolutionné la peinture. Vous avez de très nombreux artistes contemporains comme Baz Luhrmann, comme Jan Peiming, qui ont fait des réinterprétations de Déjeunons sur l'herbe. Et je vous recommande notamment la sculpture d'Anthony Gormley, Sir Anthony Gormley, donc grand artiste britannique. C'est un endroit magnifique, un peu secret, à Pantin, que vous découvrirez avec une exposition qui va, je le suppose, vous bouleverser, vous retourner un peu. Voilà, nous avons été extrêmement sages, peut-être un peu trop, mais nous avions des ordres. Ne vous inquiétez pas, ça va chauffer la semaine prochaine. Je vous remercie de nous suivre. 300 millions de critiques. Isabelle, on t'embrasse.